Vous écoutez l'Anamnèse, le podcast qui parle de médecine générale de l'AGEF.be. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans l'Anamnèse, nous allons parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux ou même autour de la table. Je veux parler bien sûr des épidémies et des maladies infectieuses. Et pour en parler, nous accueillons une infirmière spécialisée dans le domaine, Madame Virginie Simonis. Bonjour Virginie. Bonjour Maxime. Alors Virginie, tu es actuellement infirmière spécialisée en santé publique, en épidémiologie, et tu travailles actuellement au sein de l'OST, donc de l'Outbreak Support Team de l'Est francophone. C'est quoi exactement l'OST ? Alors, l'OST, c'est une équipe qui s'occupe de tout ce qui est épidémie. Donc, elles ont été mises en place en 2020 par la VIC. Il y a 8 OST sur la Wallonie. Dans la province de Liège, nous sommes 2. Une pour tout ce qui est Est francophone, c'est-à-dire représentée par moi, et une pour ce qui est Liège Centre-Ouest, représentée entre autres par le docteur Amandine Stassen et Cécile André. Alors, l'Outbreak Support Team a dans ses missions, a 4 missions principales. Donc, c'est une première mission de soutien, donc à la première ligne et aux collectivités lorsque justement il y a des épidémies, entre autres de TIAC, donc toxi-infection alimentaire collective, ou de gale, ou de grippe, ou de rougeole, enfin voilà. Donc le rôle, c'est de répondre aux questions des partenaires, de descendre sur le terrain, de les aider à gérer et s'il le faut, si c'est nécessaire, de retourner vers notre réseau et vers nos propres partenaires pour avoir plus amples informations. Alors la deuxième mission, c'est plutôt une veille épidémiologique. Donc ça, on le fait avec l'équipe de SURVMI de la VIC, donc surveillance des maladies infectieuses. Ensuite, il y a plutôt l'aspect préventif, donc essayer justement d'arriver avant l'épidémie. Donc pour tout ça, on essaye de clarifier les recommandations qui existent, on les met un peu à jour, on relaie les informations vers nos partenaires et vers le terrain. Et on fait également des visites de sensibilisation dans les maisons de repos, entre autres. Donc ces sensibilisations, c'est principalement au niveau de l'hygiène, au niveau de tout ce qui est PIU, donc plan interne d'urgence, que faire quand on a une épidémie dans la maison de repos, ou alors tout ce qui est One Health. D'accord, donc c'est une équipe en gros qui va vraiment soutenir les professionnels et les accompagner dans la gestion des épidémies. Exactement. C'est bien ça ? Ok. On parle d'épidémie justement, mais c'est quoi exactement une épidémie ? Et quand est-ce que ça commence ? Et qu'est-ce qui différencie une épidémie d'un cas épisodique ? Alors, en fait, une épidémie, c'est justement quand il y a la propagation d'une maladie de façon assez inattendue et très rapide dans une zone géographique bien déterminée ou dans une population déterminée. Alors que lorsque cette épidémie dépasse un certain nombre de cas et une certaine zone géographique, on va parler alors d'une pandémie. Donc en général, quand ça se répand sur plusieurs pays, voire plusieurs continents, comme on a connu avec la Covid, on appellera ça une pandémie. Ok, et donc quand on tombe malade, on est contagieux, on peut transmettre donc la maladie. Mais comment est-ce qu'on peut dire dans les médias, par exemple, qu'on se dirige vers une épidémie ou qu'une épidémie est déclarée ? Est-ce qu'il y a un système de surveillance des maladies comme ça ? Oui, en fait, bien évidemment, il y a des veilles épidémiologiques dans absolument tous les pays. En général, l'OMS, qui comporte 197 pays signataires, suit un peu tout ça, et lorsque il y a une épidémie qui dépasse des frontières, alors c'est déclaré. Et donc, en fonction du nombre de cas, on va l'appeler épidémie ou pandémie. Ok. Et forcément, quand on parle d'épidémie, la première idée qui vient en tête, c'est forcément la crise Covid qui a touché le monde entier en 2019 et qui a fait couler énormément d'encre dans les médias, sur les réseaux et même entre nous. Mais quand on pense à ça, c'est un peu un cas exceptionnel, non ? Une pandémie comme ça qui surgit. Alors, c'est un peu, effectivement, à ce point-là, un cas exceptionnel, mais c'est loin d'être la première qu'on a connue, juste que ce n'est plus à notre échelle humaine, on va dire ça comme ça. Les dernières, c'était
1960 et puis bien avant ça. Donc la plus grosse épidémie dont tout le monde se rappelle, même sans l'avoir vécue, c'est cette fameuse épidémie de peste. Donc on s'en rappelle tous, on en a tous entendu parler. On pense à cette crise Covid qu'on a connue, qui a marqué les esprits et les sociétés, et qui a l'air un peu exceptionnel comme ça, de par son ampleur. Mais on a aussi des épidémies qui sont saisonnières. En fait, juste... au niveau de la pandémie, c'est pas tant la gravité de la pathologie qui fait une pandémie, c'est surtout le fait du nombre de cas et de la zone géographique qu'elle va toucher, d'accord ? Alors que tout ce qui est grippe saisonnière, par exemple, épidémie saisonnière, ça c'est vraiment parce que certains virus, en réalité, ou pathogènes, se développent mieux dans certaines conditions climatiques. Par exemple, la grippe de novembre jusque mars-avril, essentiellement, elle se développe à ce moment-là parce qu'elle aime les climats froids et humides. Et donc, évidemment, elle va se développer en hiver. Et du coup, des épidémies comme ça qui sont saisonnières, comment est-ce qu'elles apparaissent ? Est-ce que c'est la maladie qui évolue avec le temps, qui s'inscrit comme ça dans une saisonnalité et qui va revenir, donc, comme tu dis, à cause des températures pour la grippe ? Est-ce que c'est une évolution du coup de la pathologie ? En fait, simplement, chaque virus, pour survivre, va muter un petit peu chaque année. D'accord ? Donc, en général, certains virus, du fait de leur génome, reviennent comme ça fréquemment, d'année en année, sur une saisonnalité. D'autant plus, évidemment, ça devient des épidémies et pas des épisodes, des petits cas par cas, simplement parce que en hiver, la population est un peu confinée chez elle, on est entre amis, on est plus au chaud, on aère moins les maisons. Donc, du coup, la propagation du virus est évidemment plus rapide et plus facile. Est-ce que tu trouves qu'il y a une bonne coordination entre les différents acteurs qui peuvent intervenir dans le cadre d'une épidémie ? Donc je pense notamment ici, on va reprendre l'exemple de la pandémie Covid, qui a mis en place, qui a vu naître beaucoup de systèmes et beaucoup d'interactions, notamment avec les institutions étatiques, donc la VIC, l'INAMI et autres. Est-ce que tu trouves que oui, que toute cette organisation a été bien faite ? Est-ce qu'il y a des améliorations à faire ? Est-ce qu'il y a eu une bonne coordination dans une situation épidémique ? Mais je pense justement que c'est maintenant au niveau post-épidémique qu'on peut un petit peu regarder ce qui s'est passé et voir où sont les failles. Et donc malheureusement, on remarque qu'au niveau des 3C, donc coordination, collaboration et communication, on a encore beaucoup de progrès à faire. Donc pour l'instant, on est en train de faire pas mal de groupes de travail. Donc la VIC, entre autres, et le gouvernement met en place des groupes de travail pour essayer de gérer un peu mieux cette coordination, que chacun, évidemment, connaisse le rôle l'un de l'autre, qu'il y ait des choses qui ne soient pas faites en double alors qu'on en oublie d'autres. Donc voilà, pour l'instant, on est en train vraiment d'étudier ce qui s'est mal passé. Alors, on parle de crise Covid, mais c'est exactement la même chose lors des inondations que nous avons connues. On a remarqué que certaines zones ont été totalement oubliées, alors que certaines zones ont été quadrillées 2-3 fois. Donc la coordination, c'est toujours très compliqué. Et ce qui était compliqué plus sur des petites crises comme les inondations, c'est justement qu'à ce moment-là, on n'a plus de moyens de communication. Les GSM sont coupés, l'Internet passe très très mal dans les zones touchées, et donc la collaboration et la coordination est vraiment complexifiée. Et donc je pense qu'à chacune de ces petites crises, il va falloir qu'on en tire les leçons. Voilà, qu'on en tire les leçons, et justement pour nous permettre d'évoluer et de mieux en mieux interagir lors de ces épisodes. Tu viens de parler des inondations qui ont touché la province en juillet 2021, si je ne me trompe pas. Justement, quand tu as un événement comme ça qui n'est pas du tout attendu, un peu surprenant, une catastrophe naturelle, est-ce qu'on peut voir apparaître des pathologies, des maladies qui sont liées à ça et qui peuvent du coup tourner à l'épidémie ? Oui, bien évidemment. Donc, dans ce type de catastrophe, il y a beaucoup de coupures, de petites coupures auxquelles on ne fait pas attention parce qu'on n'a pas le temps de regarder si on s'est blessé. Le but, c'est souvent de se sauver ou de sauver les meubles. Donc, ces petites coupures, évidemment, dans une population qui ne serait pas bien vaccinée, ça peut poser des problèmes. Un problème de tétanos, par exemple. Par chance, on n'a pas eu de cas, mais ça pourrait. Il y a aussi tout ce qui est alimentation qui malheureusement n'est pas bien conservé, qui aurait pris l'humidité et qui risque effectivement
effectivement de créer certains problèmes, certaines pathologies. Donc du seigle mal conservé, ça peut donner des pathologies. Pareil pour le blé. Donc voilà. On voit aussi évidemment l'apogée de certaines petites bestioles telles que la gale ou les punaises de lit qui profitent de la promiscuité et des problèmes d'hygiène qu'il y a à ces moments-là pour prendre une certaine évolution et se répliquer. Alors tu parlais tout à l'heure justement de contamination, d'évolution des contaminations. Comment est-ce qu'on fait pour surveiller l'évolution des contaminations ? Alors, donc, au niveau mondial, comme je l'ai dit, normalement, chaque pays a une surveillance de maladies, de pathologies infectieuses. Et donc, ces vigies qui sont mises en place alertent l'OMS quand il y a un problème. Et puis, l'OMS passe l'information en international en cas de besoin. Par contre, pour ce qui est de la Belgique, évidemment, il y a une équipe qui est mise au point au niveau de la VIC pour la Wallonie, donc qui s'appelle Surveillance des maladies infectieuses, qui travaille en collaboration entre autres avec Ciensano. Et donc eux récoltent toutes les informations qui viennent entre autres des médecins vigies, des laboratoires. Et donc, lorsqu'ils voient une évolution et une augmentation des cas pour certaines pathologies, eh bien, ils regardent si on a atteint le seuil dit épidémique. Et à ce moment-là, ils mettent en place des recommandations et l'information passe au niveau médiatique. Tu viens de parler de médecins vigies. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce sont des médecins généralistes qui sont mandatés par la VIC pour surveiller justement un peu le taux de contamination et le taux de cas qui se présentent chez eux ? Alors justement, normalement c'est un peu ça. Donc nous avons d'abord les laboratoires vigies. Donc les laboratoires transmettent des infos tous les jours aux autorités. Mais normalement, pour avoir les meilleures informations possibles, il faudrait que le terrain transmette ces informations. Et donc, à travers, effectivement, des médecins généralistes ou des médecins coordinateurs dans les institutions. Donc, voilà, il faut créer un réseau, et ce réseau, pour l'instant, est un peu faible du côté wallon. Donc, effectivement, c'est un peu tout l'enjeu, c'est de faire comprendre aux médecins généralistes et à la première ligne en général que leur utilité dans cette chaîne d'information pour justement éviter qu'une toute petite épidémie ne prenne de l'ampleur. Et comment est-ce qu'on peut se protéger de ce genre de maladies infectieuses, justement ? Est-ce qu'il y a des astuces, des trucs et astuces pour limiter le risque de contamination ? Oui, bien sûr, il y a des trucs et astuces pour éviter ce type de contamination, mais c'est d'abord de respecter les recommandations qui sont fournies par les autorités s'il s'agit d'une épidémie pour lesquels les médias, justement, ont transmis l'information à la population. Donc, en général, ce sera mettre un masque, respecter la distanciation sociale, aérer les maisons, donc voilà, et se laver les mains, c'est quand même une grosse partie de la protection passe par le lavage des mains. Et évidemment, au niveau de tout ce qui est institution de soins, eh bien, c'est de former son personnel pour justement qu'il soit capable de respecter en fonction du type d'agent pathogène, eh bien, les meilleures les meilleures protections possibles. Donc pareil, ça passe par une tenue propre, par un lavage de mains, par un bon port d'EPI, à bon escient, au bon moment, en les utilisant correctement, et évidemment par l'aération des locaux qui est excessivement importante. Et pour que ce personnel puisse se former, est-ce qu'il existe des formations ou des formateurs pour ce genre de tâches ? Tout à fait. Alors, il existe des formateurs dits privés, donc parfois certains sont infirmiers ou autres. Et il y a aussi évidemment les formations qui sont dispensées par notre équipe, l'OST, qui sont totalement gratuites et qui prennent en général 4 petites heures pour former le personnel. En général, on espère avoir lors d'une formation 10 personnes, parce que ça permet vraiment les interactions, ça permet vraiment de ne pas juste venir écouter quelqu'un qui vous dit ce qu'il faut faire, mais plutôt que ce soit la personne qui soit
actrice de sa propre formation. Donc, on passe beaucoup par de la communication, par de l'interaction, du brainstorming. Et donc, ces formations sont, comme je l'ai dit, gratuites et ouvertes à tout le personnel de maison de repos, pas seulement le personnel soignant, puisqu'on a bien vu en période de Covid que chacun s'entraide et que si on ne sait pas ce que fait le voisin, eh bien, évidemment, on a du mal à aller l'aider sans commettre d'impair au niveau hygiène. Et est-ce que c'est facile pour une institution comme une maison de repos de mettre en place justement ces formations d'une part, mais aussi toutes les solutions qu'elle pourrait envisager pour pallier et lutter contre les épidémies? Non, ce n'est pas facile. D'abord parce qu'en épidémie, on manque de personnel et que déjà de base, on manque de personnel. Donc évidemment, c'est très compliqué d'avoir des personnes mais qui, en plus, savent exactement ce qu'elles font au niveau de l'hygiène, sont bien formées. Donc, raison pour laquelle, évidemment, nous proposons nos sensibilisations avant d'être en période épidémique. Et bien évidemment, lorsque il est compliqué de savoir exactement quoi mettre en place, c'est à ce moment-là que les institutions peuvent revenir vers l'OST pour qu'on descende sur le terrain et qu'on voit avec elles ce qui a lieu d'être mis en place ou pas. Alors, au-delà de l'aspect formatif, est-ce qu'il y a des spécificités dans la manière dont on peut gérer et lutter contre une épidémie dans une collectivité comme une maison de repos, par exemple, qui est quand même un milieu un petit peu en vase clos pour ses résidents? Oui, bien évidemment, il y a le respect de tout ce qui est gestes barrières, précautions standards, précautions additionnelles. Donc tout ça est expliqué lors des formations. Et je pense qu'avant tout, utiliser les équipements de protection internationale, les équipements de protection individuelle à bon escient, de se laver les mains, de faire une bonne hygiène des mains et de respecter l'aération des locaux, c'est vraiment ce qu'il y a de principal. Si déjà ces 3 choses sont respectées, votre risque d'augmenter les contaminations est largement diminué. Est-ce qu'il ne faut pas être d'autant plus prudent justement dans ces collectivités où ce sont des personnes qui ont déjà des santé un peu plus fragiles? Oui, il faut être plus prudent, mais je pense qu'il ne faut plus en arriver aux dérives qu'on a connues où on fermait ces institutions, parce que malheureusement, ces personnes sont plus fragiles, mais elles ont aussi besoin de communication. Et donc, se retrouver seules induit des glissements, ce qu'on appelle le syndrome de glissement. Donc, et malheureusement, ces personnes n'ont plus l'envie de vivre et se laissent plutôt aller. Donc, je pense que oui, les choses sont à mettre en place, mais peut-être pas de la façon dont on l'a vu en période de Covid. Et est-ce que tu parlais justement de communication et de l'importance de parler de ces maladies, est-ce que tu penses que c'est important de sensibiliser la population aux maladies infectieuses qui circulent ou qui vont circuler? Eh bien, je pense que oui, parce que malheureusement, avec l'évolution de notre civilisation, donc la diminution de tout ce qui est espace de vie pour les animaux, la réduction des forêts, l'augmentation du nombre de populations dans les villes. Donc évidemment, la densité de population qui augmente fait que les gens sont de plus en plus proches l'un de l'autre. Eh bien, et tout ce qui est réchauffement climatique, je pense que malheureusement, les épidémies vont arriver. Une épidémie telle qu'on a connue pour la Covid, on n'avait plus connu depuis déjà bon nombre d'années, plus de 50-60 ans. Mais je pense qu'à l'avenir, on ne va pas attendre 50-60 ans pour de nouveau se retrouver dans cette situation. Et donc sensibiliser les gens effectivement à la communication, au fait de si on est malade, on reste chez soi, si on doit aller faire des courses et qu'on est malade, on porte un masque, on se lave les mains, etc. etc. C'est vraiment le genre de choses qu'il va falloir absolument commencer à faire au quotidien. Et donc, oui, sensibiliser la population est vraiment important. Oui, donc, comme tu viens de le dire, c'est vraiment très important de parler aux gens et de les sensibiliser aux gestes barrières et aux méthodes qu'ils peuvent, eux, mettre en place pour se protéger et limiter les propagations de maladies. Mais est-ce que le médecin généraliste, qui est au final la première personne que quelqu'un va voir lorsqu'il est malade, est-ce que le médecin a un rôle dans cette sensibilisation ?
Bien évidemment. D'abord parce que le médecin généraliste reste vraiment une personne auquel la population fait confiance. Donc son rôle, c'est vraiment de connaître les recommandations, de pouvoir les faire appliquer, de pouvoir les expliquer à tout, quel que soit le public, quelle que soit la personne qu'il a devant lui. Il doit absolument pouvoir transmettre la bonne information et qu'elle soit bien comprise. Donc, mais pour cela, il faut que lui-même soit bien formé. Et justement, pour qu'il soit bien formé, est-ce qu'il y a des ressources qui permettent aux médecins de rester à jour sur les différentes maladies et sur les différentes situations épidémiques ? Bien évidemment. Donc, pour rester à jour, il y a quand même pas mal de ressources au niveau de la littérature. Donc, il peut aller lire toutes les informations qui proviennent de sources telles que la SSMG, la CMG, tout ce qui est sur Sciensano, bien évidemment. S'ils cherchent une pathologie particulière et qu'ils veulent des informations, ils peuvent aller voir sur le site de Sciensano, de la VIC, tout ce qui est site international tel que OMS, Institut Pasteur. Donc il y a beaucoup de ressources et il faut savoir que dans les heures de formation continue qu'ils doivent suivre, eh bien, les hôpitaux, par exemple, créent souvent des journées d'information. Donc voilà, tout cela est mis en place par bon nombre d'institutions et il est toujours intéressant qu'ils aillent se mettre à jour à ce niveau-là. Et en cas de question, je suppose qu'ils peuvent revenir vers l'OST. Mais bien évidemment, donc, on est là pour ça. En cas de question, ils peuvent revenir vers l'OST. Si nous n'avons pas la réponse directement parce que ça dépasse notre champ de compétences, le réseautage que nous avons nous permet vraiment en quelques minutes, on va dire, de leur trouver la réponse ou de les réorienter vers quelqu'un qui sera vraiment spécialiste en fonction de leurs questions. Ok. Et quand on est dans une situation épidémique et qu'un médecin reçoit un patient et le suspecte justement d'être atteint par la grippe ou par une autre maladie infectieuse, est-ce qu'il y a un protocole qu'il doit suivre, des actes qu'il est obligé, qu'il est tenu de prendre ? Oui, alors déjà respecter l'hygiène dans son cabinet et dans sa salle d'attente. Normalement, il doit vraiment savoir qui est venu et à quelle heure, simplement parce que si il y avait une maladie, une pathologie à déclaration obligatoire, une pathologie très contagieuse qui nécessite justement de retracer les personnes de contact, il doit savoir qui était présent en salle d'attente. Donc, il est également tenu de respecter l'hygiène de sa salle d'attente, de bien la désinfecter, d'aérer ses locaux, et il est tenu de respecter tout ce qui est recommandation. Tu viens de parler de maladie à déclaration obligatoire, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Donc, la maladie à déclaration obligatoire, elle dépend d'un listing de la VIC. Elle est différente en fonction des régions. Ici, en Wallonie, il y en a 42. En gros, ces 42 pathologies sont classées en 4 catégories. La première, ce sont des déclarations qui doivent être déclarées des suspicions cliniques. Par exemple, la rougeole. Ensuite, il y a les pathologies qui doivent être déclarées des confirmations diagnostiques, telles que la coqueluche, entre autres. Je parle de cela parce que ce sont ceux qu'on vient de connaître dans la région. Ensuite, il y a les déclarations des confirmations diagnostiques si la pathologie est acquise sur le territoire européen. Par exemple, la dengue, par exemple le paludisme. Ou alors tout problème infectieux à présentation particulière ou inhabituelle. Donc s'ils se retrouvent face à une pathologie qu'ils ne connaissent pas ou des symptômes qui ne collent pas avec quelque chose vraiment de connu, eh bien, tous les médecins sont tenus normalement d'aller le déclarer sur le site de la VIC. Alors, il y a plusieurs façons de déclarer. La première façon, c'est évidemment d'envoyer un mail. Et la deuxième façon, c'est de téléphoner. Dans les heures ouvrables, je pense que c'est de 9 jusqu'à 20 heures à la VIC. Et la troisième façon, c'est d'aller sur le site anciennement Matra, nouvellement Tressinol, pour déclarer la pathologie. De là, en fonction de la suspicion ou de la pathologie dont il s'agit, la VIC va recontacter le médecin et leur dira en gros ce qu'ils doivent faire. Donc, est-ce qu'ils doivent retracer
les cas contacts, est-ce qu'ils doivent rappeler le patient pour lui demander absolument de rester chez lui et de prendre telle ou telle mesure. Donc voilà, tout ça va être ensuite géré par la VIC. Mais il va de soi que si le médecin ne déclare pas, eh bien, il est plus compliqué de savoir qu'il y a un nombre de cas qui augmente et de se dire qu'on a passé le seuil épidémique. Oui, donc c'est vraiment des déclarations qui sont très importantes pour suivre notamment les épidémies, mais aussi pour d'autres raisons peut-être, ou c'est juste vraiment une question de suivi? Non, c'est une question de suivi, mais c'est également une question d'information auprès de leurs confrères, puisque on sait par exemple, pour ce qui est de la rougeole, que la contagiosité est extrêmement élevée et donc on va mettre des choses en place directement et donc en prévenant les pharmacies, en prévenant les confrères, en prévenant certaines communes si on voit que c'est vraiment les cas sont regroupés dans une commune et donc, ou dans une communauté et de ce fait-là on arrive à mettre vraiment en place très très tôt les barrières qui permettent de limiter la propagation d'une possible épidémie. Merci beaucoup Virginie pour le temps que tu as accordé à cette émission et j'espère te revoir très bientôt. Mais bien sûr, moi aussi. Merci beaucoup à toi et j'espère que les informations passées permettront de faire un peu évoluer le système justement de tout ce qui est déclaration de pathologie et prise en charge rapide de certains pathogènes. Merci à vous d'avoir écouté cette émission sur les épidémies, les maladies infectieuses et l'Outbreak Support Team. N'hésitez pas à nous donner votre avis, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez également nous soutenir en vous abonnant et en partageant cet épisode autour de vous. On vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode de l'Anamnèse. Au revoir.